Je vous propose aujourd'hui de faire un point sur le syndrome d'apnée du sommeil. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Charles.co. Je suis Rémi Lombard, médecin spécialiste des troubles du sommeil. Si vous voulez tout savoir sur le sommeil et bénéficier des meilleurs conseils pour bien dormir, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pensez à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Nous sommes aussi sur Instagram, @charles.co, et vous pouvez bien sûr téléconsulter un de nos spécialistes sur la plateforme charles.co. Alors allons-y. Alors le syndrome d'apnée du sommeil se manifeste par une diminution importante de la respiration, que l'on appelle hypopnée, ou par des arrêts de la respiration que l'on qualifie d'apnée. Cela s'accompagne d'éveil et chez certaines personnes d'une baisse de l'oxygène dans le sang. Pour vous expliquer plus simplement, on va considérer que lorsque l'on s'endort, nos muscles se relâchent. La langue est un muscle, en se relâchant, elle va chuter dans notre gorge. Elle va limiter la place pour le passage de l'air, c'est l'hypopnée ou encore l'effort respiratoire inducteur de micro-éveil. C'est un peu comme si vous respiriez dans une paille, vous finissez par manquer d'air, vous étouffez, vous vous réveillez, la langue reprend sa place et vous reprenez votre respiration. Vous vous endormez à nouveau, la langue rechute et ainsi de suite. Si vous ne vous réveillez pas à ce moment-là, la langue continue de chuter jusqu'à complètement fermer les voies aériennes. C'est l'apnée. On étouffe, le cerveau ne nous laisse pas dans cette situation, il nous réveille toujours, on reprend toujours notre respiration. Puis on se rendort et ainsi de suite. Alors il est normal de faire des pauses respiratoires pendant le sommeil, mais si elles sont nombreuses, alors elles fragmentent le sommeil, le rendent moins réparateur et ont des répercussions néfastes sur la santé. Les études ont révélé que le syndrome d'apnée du sommeil touche 3% des femmes et 10% des hommes de 30 à 49 ans, et 9% des femmes de 50 à 70 ans et 17% des hommes de cette même tranche d'âge. L'apnée du sommeil touche donc beaucoup de monde. On pensait qu'elle ne concernait que les personnes en surpoids, mais comme je viens de vous l'expliquer, ce qui compte, c'est la taille des voies aériennes, pas le poids de la personne. Pas seulement le poids de la personne. Certaines variantes anatomiques et certaines pathologies diminuent le calibre des voies aériennes, comme un menton un peu fuyant ou alors de grosses amygdales. L'inflammation induite par une obstruction nasale, une rhinite chronique ou un reflux gastro-œsophagien. Une consommation chronique de tabac ou d'alcool va également irriter et diminuer le calibre de nos voies aériennes. Les hormones sont importantes dans le syndrome d'apnée du sommeil. On pense aux problèmes de thyroïde qui peuvent favoriser le développement de ce syndrome et à des moments particuliers chez la femme comme la grossesse ou la ménopause qui sont également des moments particuliers de développement du syndrome d'apnée du sommeil. Il peut y avoir un ronflement ou des apnées rapportées par l'entourage. Les personnes se plaignent souvent, mais pas systématiquement, de maux de tête au réveil, de sommeil non réparateur, de somnolence la journée et de fatigue. La nuit, on retrouve également des sueurs importantes, des réveils en manquant d'air, en suffoquant, et des levées fréquents pour aller uriner. Il est également fréquemment décrit des cauchemars, des problèmes de mémoire et d'attention, une baisse de la libido, une irritabilité et des insomnies. Les symptômes décrits ont leurs limites. Pour savoir si l'on ronfle, il faut un partenaire de lit. De plus, 50% des personnes souffrant d'apnée du sommeil ne se déclarent pas somnolentes. Dans les formes légères et modérées d'apnée du sommeil, les femmes se plaignent surtout de symptômes généraux, fatigue, manque de dynamisme, difficulté à réaliser les tâches quotidiennes, souvent associées à une angoisse importante, voire à un burn-out, mais aussi à de l'insomnie, des troubles de l'endormissement, des éveils nocturnes, des cauchemars. La présentation est donc un peu différente de la personne, de l'homme corpulent notamment. Il est plus souvent décrit des réveils avec des palpitations ou des douleurs thoraciques dans cette population. Il faut donc penser à rechercher de l'apnée du sommeil derrière ces signes trompeurs chez la femme, surtout après la ménopause. On notera en particulier que les femmes se plaignent fort peu d'être somnolentes. Les examens habituels de détection du syndrome d'apnée du sommeil sont bien souvent pris à défaut pour établir un diagnostic d'apnée du sommeil chez la femme. Il faudra donc plus facilement recourir à la polysomnographie dans cette population. Il s'agit d'un enregistrement du sommeil spécifique pour diagnostiquer des troubles du sommeil, notamment le syndrome d'apnée du sommeil. À court terme, l'apnée du sommeil constitue un facteur de risque de somnolence et donc d'accident de la route.
Sur le plan cardiovasculaire, le syndrome d'apnée du sommeil est un facteur de risque d'hypertension, d'infarctus, de troubles du rythme cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et de mort subite nocturne. Lorsque le cœur s'emballe, on consulte un cardiologue. Pourquoi ne pas consulter un spécialiste du sommeil lorsque l'on dort mal, trop ou pas assez? Bien souvent, votre médecin demandera une prise de sang pour éliminer une infection, une anémie ou une carence ou un problème hormonal. Si cela ne suffit pas, il vous adressera à un médecin spécialiste formé à la prise en charge des troubles du sommeil, en ville ou sur charles.co. Si votre médecin traitant fait le diagnostic de syndrome d'apnée du sommeil sévère, qu'il va qualifier de syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil sévère, il vous proposera alors une prise en charge. Quand cela est justifié, il est souvent proposé de faire un point sur le plan diététique et d'initier un sevrage tabagique. En parallèle, si nécessaire, il peut être prescrit des traitements des facteurs favorisants comme le reflux gastro-œsophagien ou la rhinite chronique. À côté de cela, la reprise d'une activité physique comme une marche d'une trentaine de minutes 5 fois par semaine est bénéfique dans le syndrome d'apnée du sommeil au-delà de la perte de poids. Ensuite, les 3 principaux traitements possibles sont la pression positive continue, l'orthèse d'avancée mandibulaire et les chirurgies. La pression positive continue est le traitement de référence et le traitement le plus efficace. Par l'intermédiaire d'un petit masque, habituellement sur le nez ou sous le nez, une machine envoie de l'air dans les voies aériennes supérieures pour les garder ouvertes et éviter qu'elles ne se referment. Souvent, on me demande si cela est bruyant. Eh bien, ça l'est toujours moins que le ronflement. Il faut l'essayer pour se rendre compte du silence de l'appareillage, même si parfois, quand le masque se déplace au cours de la nuit, cela peut être bruyant. Combien de temps faut-il porter ce dispositif au cours de la nuit? Certaines études font mention d'un minimum de 4 heures. Cependant, on sait que plus il est porté, plus il est efficace sur les symptômes initiaux. Pourra-t-on s'en passer un jour? Eh bien, vous l'avez compris, l'apnée du sommeil est liée à un problème mécanique au niveau des voies aériennes respiratoires. Tant que l'on n'aura pas modifié cette mécanique par une perte de poids importante ou une chirurgie, le problème persistera et un traitement restera nécessaire. La Haute Autorité de Santé, la HAS, juge l'orthèse efficace quand elle réduit d'au moins 50% l'index d'apnée du sommeil. Elle ne corrige donc pas aussi bien que l'appareillage qui en corrige environ 98%. De plus, elle n'est pas efficace chez tout le monde, puisqu'elle ne l'est que chez 72% des patients en bénéficiant. Cela ressemble à un protège-dents comme ceux que l'on utilise pour la pratique du rugby ou des sports de combat. On ne la porte que la nuit, je tiens à le préciser. On met en place 2 gouttières, une gouttière en haut et une gouttière en bas, sur les dents du haut et les dents du bas. À l'aide de différents mécanismes, on va progressivement avancer la mâchoire inférieure pendant la nuit. En tractant la mâchoire, cela tractera la langue en avant et laissera passer l'air librement dans les voies aériennes. La 3e classe de traitement ne s'applique pas à tout le monde, il s'agit des chirurgies. Elles se discutent au cas par cas, c'est pourquoi je n'irai pas plus loin ici. Voilà, vous en savez un peu plus sur le syndrome d'apnée du sommeil. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus louper nos prochaines vidéos. Pensez à nous suivre sur Instagram, charles.co, pour toujours plus d'astuces et de conseils santé. Et pour prendre rendez-vous avec un spécialiste, c'est sur charles.co que ça se passe. À très bientôt, prenez soin de vous.